Salut, c'est Marley et Ipti. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Entre nous, le format interview d'entre deux podcasts. On y invite des étudiants entrepreneurs pour t'inspirer et te motiver dans ton projet. Alors si tu es un étudiant passionné par l'entrepreneuriat, assieds-toi bien confortablement et profite de cet épisode. Du haut de ses presque 6000 abonnés sur LinkedIn, elle enchaîne les posts à plusieurs centaines de likes et milliers de vues. Comment ? Elle s'est créé un personal branding de qualité et a fait de ses capacités de rédaction son métier. Aujourd'hui, on accueille Laurine Bemer, aka la meuf en rouge, ghostwriter LinkedIn. Salut Laurine, comment ça va ? Hello Marley, hello Ipti, ça va et vous? Salut, ça va, Ça ça va va. super, en grande forme. Content de t'avoir en vrai aujourd'hui, ça fait plaisir en vrai, ça fait un petit moment là qu'on discute, donc Ouais, Mm. Ouais, ça content de fait ouais. t'avoir sur plaisir le de ouf, podcast. c'est vrai. Trop contente. Bah justement, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, avec plaisir. Bah écoutez, moi je m'appelle Laurine Bémer, donc on me connaît aussi surtout, je pense, sous le nom de la meuf en rouge, parce que c'est un peu mon branding sur LinkedIn. Et je suis copywriter et ghostwriter, donc très très rapidement, hein, copywriter, j'écris les pages de vente, les mails de vente pour convertir les prospects en clients, et ghostwriter, j'écris les posts LinkedIn des dirigeants. Ok, super intéressant. Et justement, pour arriver à ces deux jolies missions, à ces deux jolis métiers, bah, quel a été ton parcours avant ça, genre du lycée jusqu'à aujourd'hui? Le lycée, c'était il y a 5 ans maintenant, donc ça remonte un Mhm. peu. Un peu, Mais ouais. ouais, bah, au lycée, du coup, j'ai fait bac L parce qu'en fait, je détestais les maths. C'était vraiment juste pour ça. Donc, j'étais pas, genre, j'avais pas une faculté à écrire ou j'étais pas, tu vois, Mm. trop dans ce truc-là. Genre, même à lire, etc. Genre, j'aimais lire, mais sans plus. Et en fait, bah, voilà, je me suis retrouvée en bac L. Et puis après, par la force des choses, j'ai été à la fac en langue étrangère appliquée. Donc voilà, bac L, langue, bon, ça va bien ensemble. Sauf que Mhm. la fac, bah, c'était pas du tout mon truc et je m'y suis pas plu du tout. Je m'en suis rendu compte très vite. Au bout de déjà 6-7 mois, tu vois, j'étais pas du tout à l'aise dans le fait d'être 20 000 étudiants dans un établissement et tout. Mhm. Et je travaillais en parallèle aussi bah, du coup, pour financer mes études. Et en fait, ça m'a pas plu. Et je suis partie à la fin de l'année de fac, je suis partie en école de commerce dans une école privée. Et du coup, bah, ça fait maintenant 4 ans que je fais du commerce international. Donc c'est cool et tout, j'aime bien. Heu, sauf que, entre-temps, je suis rentrée dans l'entrepreneuriat et du coup, bah, ça a foiré un petit peu mes plans en termes d'école, on va dire, plutôt. Mhm. Parce qu'en vrai, ça se porte très bien et j'en suis très contente d'en être arrivée là. Mais voilà, là, je suis en bac+4, je viens de finir mes partiels, enfin mes examens, et je comptais continuer sur un bac+5, mais du coup, en ayant monté mon entreprise il y a quelques mois maintenant, bah, je vais juste rester sur du bac+4 et puis continuer ma lancée dans l'entrepreneuriat, quoi. C'est Ok. c'est ouf, moi, je trouve, parce que c'est une grosse décision à prendre de se dire: «Bah, finalement, il me reste un an, mais vas-y, je la fais pas, en fait, parce que ça me correspond plus». Est-ce que ça a été difficile de faire ce choix? Franchement, pour être honnête avec toi, non, pas du tout. Ça a été plus difficile pour mes parents, parce que mes parents, le temps qu'ils acceptent et qu'ils comprennent que je vais gagner ma vie autrement qu'en ayant un CDI à 2 000 € par mois, en étant commercial dans une boîte et en ayant mon bac+5, bah, c'était un peu compliqué. Et du coup, bah, il a fallu jouer les négociations pendant tout ce temps, même si en soi, je suis majeure et vaccinée, donc les décisions, c'est moi qui les prends, mais Mmh. il faut quand même derrière que bah, les rassurer. Enfin, j'ai pas de frère, j'ai pas de sœur, donc je suis la seule. Faut bien que quand même ce soit rassurant. Et du coup, le plus dur, c'était pour mes parents. Pour moi, c'était tellement viscéral, en fait. C'est ce que j'explique tout le temps, c'est que quand il y a quelque chose qui te tient vraiment à cœur et que c'est viscéral, que c'est en toi, mais en fait, tu peux même pas lutter contre, c'est évident, tu vois. Mmh. Et c'est vers la voie de l'évidence pour toi, et donc il y avait pas vraiment de questions. À partir du moment où je me suis sentie prête, parce que je me suis formée aussi en parallèle de mes études avant de commencer l'entrepreneuriat, donc je n'ai pas fait ça du jour au lendemain. Mais par contre, à partir du moment où je me suis sentie prête, j'ai dit let's go, j'y suis allée et j'ai pu regarder en arrière, en fait. Donc c'était pas si difficile. Et par rapport à... Parce qu'en fait, on va en parler un petit peu juste après, mais par rapport à ton business, moi je sais que ce que tu fais, ça marche pas trop mal, clairement, on peut le dire. Ça n'a pas été un facteur qui aurait pu éventuellement rassurer un peu tes parents sur ce choix-là?
Au début, quand tu te lances, tu pas sûr que ça va fonctionner, tu vois? Moi, mon premier mois, par exemple, j'ai fait 0 €. Sauf que j'ai juste demandé à mes parents de me faire confiance et j'ai basé toute ma stratégie au début sur, surtout ma notoriété et ma communication. C'est-à-dire, tu peux pas avoir une audience engagée et des prospects qualifiés, des clients qualifiés, si tu pas un minimum d'audience, tu vois, à la base. Et Mmh. donc du coup, comme j'ai écouté beaucoup de podcasts et que, bah, j'ai retenu les erreurs et les leçons des d'autres personnes avec qui j'ai parlé, tu vois? Bah, en fait, j'ai pas fait cette erreur-là et du coup, dès le début, je me suis dit: «OK, je me focalise pas sur la thune ni les clients, je me focalise sur une audience qui va être qualifiée et qui du coup, va me rapporter de l'argent plus tard» et c'est OK si ça prend 6 mois, tu vois? Moi, j'étais prête franchement à ce que ça prenne 6 mois et à me reposer sur l'argent que j'avais de côté, en attendant. Et en fait, c'est arrivé beaucoup plus vite que prévu. Le premier mois, j'ai fait 0 €, sans te mentir. Le deuxième mois, j'ai fait 500. À la fin du mois, j'ai pris 500 €, une facture. Et le troisième mois, c'est parti direct, j'ai pris plus de 4 000 €, tu vois? OK. Et après, bah, ça s'est enchaîné, c'est fait boule de neige. Le 4e ou cinquième mois, je sais plus, j'ai fait pas loin de 20 000. Et du coup, en fait, bah, quand tu as ça, tu te dis: «OK, c'est la bonne stratégie», mais en fait, tu peux pas le savoir tant que tu le testes pas et c'est sûr que si tu te focalises directement sur les clients et aller chercher l'argent, pour moi, c'est pas vraiment la bonne stratégie. Parce que plus tu veux, moins on te donne, en fait. Donc faut juste laisser venir les choses à toi. Ouais, clairement. Et ça fait combien de temps que t'es freelance là, du coup? Là, j'entre dans mon 5e mois, donc En soi, c'est assez récent, hein. c'est récent, mais pour moi, ça fait en fait, j'ai l'impression que c'était il y a 2 semaines, tu vois, que j'ai monté ma boîte mais d'un côté, c'est ouais, non, ça fait pas longtemps et d'un autre, bah, voilà, maintenant, ça y est, j'ai fait mes preuves en termes de chiffre d'affaires. Mes parents, ils sont OK et justement, maintenant, ils m'encouragent à aller dans ce sens, à pas perdre plus de temps avec des choses futiles qui est à côté, tu vois? Je dis pas que les études, c'est futile, attention, hein. Juste, perdre du temps sur des trucs qui vont, bah, moins me rapporter ou pas me rapporter. Pas forcément en termes d'argent, mais juste en termes de construction de mon avenir et bah, du coup, maintenant, c'est eux qui me mettent des coups de pied au cul et qui me boostent, donc c'est cool. OK. OK, OK, super intéressant. Et du coup, bah, pour en revenir à ce projet-là et à cette partie un peu, entrepreneur de ta vie, dis-nous un petit peu comment ça s'est passé, au début? Comment tu es devenu, ghostwriter? Je sais que tu t'es formé. Tu t'es formé, comment? Via quel biais? Raconte-nous un petit peu les débuts de tout ça, tu vois? Alors au tout début, comme je disais tout à l'heure, c'était vraiment une stratégie de communication, stratégie de contenu. C'est-à-dire, il fallait que je me rende visible, et comment me rendre visible? Bah, juste en montrant, en fait, mon expertise et c'est aussi, bah, la stratégie dans une stratégie que j'ai adoptée, c'est, «Fake it until you make it». Donc c'est, fais-le jusqu'à ce que non, fake-le jusqu'à Prétends ce prétends jusqu'à ce que ça fonctionne, en gros? ouais, c'est ça, On en prétends jusqu'à ce que ça fonctionne. Ouais, si, on c'est un en truc comme parle à ça. chaque épisode, ça me fait trop, trop rire. Et bah, tu vois, franchement, c'est un truc qui fonctionne bien et dans le sens où quand je balançais les infos, c'était toujours vérifié, donc je disais pas du bullshit. Mais par contre, je me positionnais en tant qu'experte et je disais en mode: «Les gars, genre pour moi en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne». Je donnais, tu vois, toujours des tips hyper actionnables en mode: «Tu venais sur mon profil LinkedIn, dès que tu lisais mon post, tu pouvais actionner, le truc avec des tips, avec des conseils et tout. C'était pas genre juste pour raconter ma life et des bullshit, tu vois? Comme, il y en a beaucoup qui font, genre que du storytelling et bah, du coup, OK, tu viens sur leur profil LinkedIn, mais enfin, ça t'apprend rien, tu vois? Et moi, Mmh. c'était pas le but. Donc au début, j'ai commencé comme ça et en fait, c'est vraiment effet boule de neige, tu prends 10 abonnés par jour, puis après 20, puis 50, puis après, tu prends 100, tu vois? Et en fait, les gens naturellement, de par mon profil LinkedIn et mes posts, m'ont demandé d'écrire leur post LinkedIn. Donc il y avait, de la demande, surtout sur les posts LinkedIn et moi j'étais positionnée en tant que copywriter pour écrire des pages de vente. Je me suis OK. dit: «C'est trop bête» parce qu'il y a un truc qui va pas en fait, c'est que mon positionnement n'est pas en accord avec la demande, tout simplement. Mmh. Donc j'ai switché mon positionnement et j'ai dit: «Bah, si ce que les gens veulent, c'est des posts LinkedIn, je vais me présenter comme, ghostwriter à écrire des posts LinkedIn». Et la formation, on va pas se mentir, c'est la rue, hein, c'est je vais pas vous mentir, hein. C'est juste, j'ai fait des conneries sur mon compte, j'ai écrit plein de trucs, j'ai vu ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas. J'ai fait un gros travail d'introspection sur, moi-même, j'ai analysé les posts des autres et puis, après je savais ce qui marchait, ce qui marchait pas, quoi. Donc voilà, c'était juste, franchement en termes de formation, je vais pas mentir, c'était vraiment juste ça. Mais bon,
c'était assez pour que mes clients soient contents du résultat après final. Donc, Ok, et il n'y a pas eu d'autres formations du coup en dehors de ça, c'était vraiment t'y aller au culot et tu t'es entraîné par toi-même, quoi. en ghostwriting, non. En copywriting, ouais, j'ai fait Tugan Barra, mais il a fermé sa formation. C'est bien parce que j'ai vu tout ce qu'il fallait pas faire en copywriting, parce que c'est du copywriting hyper agressif. Ok. Donc, du coup, mais il y avait des trucs sympas aussi à prendre dedans. Mais tu J'ai pourrais fait donner stand juste deux, trois exemples vite fait là de trucs à pas Ouais, faire comme ça? ouais, ouais. De trucs à pas faire, genre les gros pop-up, tu vois, qui te donnent moins 50% de réduction. Genre, ça, Hmm. c'est vraiment out, quoi. C'est out de ouf. Euh, Remuer le couteau dans la plaie sur une douleur. Genre, tu peux mettre en avant la douleur et dire, ok, toi, t'as ça comme douleur. Je le comprends et j'ai une solution pour toi. Mais genre, commencer à dire, ouais, imagine si ta femme, elle te quitte, tes gosses, ils se barrent, et machin, et tu te retrouves tout seul comme un con juste parce que t'as pas pris ma formation. Tu vois, genre, ça, Mmh, c'est des mmh trucs mh. qu'il faut grave éviter. Ok. Et tous les trucs comme ça où, bah, il était vachement agressif sur son copywriting, et moi, c'est pas forcément un truc qui me plaisait de ouf, mais au moins, je sais ce qu'il faut pas faire. Et ça, c'est cool. Il y a eu Stan Leloup aussi, qui était, bah, ça c'est voilà, c'est vraiment masterclass, il y a rien à dire là-dessus. Et après, il y a eu PB avec PB Poncelin avec Copy Rockstars, et c'était vraiment pour le pricing, le positionnement, la négociation client. Donc c'est une fois que tu connais le copywriting, après tu vas vers cette formation par exemple, tu vois. Super Ok. intéressant. Et en vrai, Stan, moi je le connaissais, ça fait un petit moment que je le suis, tu vois, déjà par rapport à ce qu'il fait sur YouTube notamment. Et sa formation, vraiment incroyable ou pas? Parce que vraiment, à un moment, j'ai vraiment failli l'apprendre. Là, c'est vraiment un titre perso que je te montre ça. J'ai vraiment failli l'apprendre, tu vois. Et je l'ai pas fait. Mais franchement, il est très fort. Il est très fort. Mais du coup, sa formation, tu valides à 100%? Je valide à 100%. En fait, genre vraiment, si tu as besoin d'une formation copywriting de A à Z, tu connais rien en copywriting, tu veux soit être copywriter, soit faire tes pages de vente copywritées, t'arrives chez Stan, genre, tu pars de zéro et tu pars à 100, quoi, tu vois. Ok. Donc pour moi, ouais, c'est un grand oui. Il y a rien à dire là-dessus. Ok. Mais du coup, t'es plus copywriter aujourd'hui? T'es que ghostwriter? Parce que je sais qu'en fait, t'as tes trucs à toi qui sont quand même perso, type newsletter, etc. Donc en soi, c'est du copywriting. Mmh. Mais tu le fais que pour toi maintenant ou tu le fais aussi pour les autres, toujours un petit peu? Je fais encore un petit peu de copywriting, mais comme la demande est plus basse que le ghostwriting, forcément, ça représente 5% de ce que je fais voilà, j'ai 95% de ghostwriting et le reste, c'est du copywriting. Mais le ghostwriting, ça reste du copywriting. Mmh. C'est-à-dire que Mmh mh. demain, t'es copywriter, tu sais écrire des posts LinkedIn. T'as pas besoin de t'auto-proclamer ghostwriter, tu vois. Mmh. C'est juste pour avoir un statut pour que les gens te reconnaissent et se disent ok, je peux faire appel à ses services parce qu'elle est ghostwriter. Mais en vrai de vrai, tous les copywriters savent écrire des posts LinkedIn et ça fait partie du jeu. Et quand t'es pas copywriter et que tu es ghostwriter, pour moi, ça veut pas dire que tu sais pas écrire des posts, mais pour moi, t'as du coup un peu de retard, tu vois, par rapport au marché. Parce que du coup, le copywriting, ça englobe tout. Tu sais copywriter, tu sais faire des emails, tu sais faire des pages de vente, tu sais communiquer sur les réseaux sociaux parce que tu sais ce que veut ta cible, et tu sais faire des posts LinkedIn, quoi. Donc pour moi, tu vois, c'est juste le meilleur C'est la truc totale, quoi. à manier. Ouais, de ouf. De ouf. Ok. Ok. Et là, du coup, bah, vu qu'on parle pas mal de copywriting, on a défini rapidement au début ce que c'était. Mais est-ce que tu pourrais donner deux, trois conseils comme ça de copywriting, des trucs bien à faire en copywriting? Tu vois, typiquement, on a dit ce qu'il fallait pas faire. Est-ce que tu pourrais en donner deux trucs à faire ou trois qui sont stylés à faire? Ouais. Le copywriting, pour moi, le plus important déjà, numéro un, c'est faire passer des émotions. C'est-à-dire, demain, tu veux me vendre un truc, si tu me fais pas passer par plusieurs stades d'émotion, que tu me montres pas que ton produit en vaut la peine en termes d'émotion, je vais pas vouloir te l'acheter. Puisque moi, ce que je veux acheter, c'est une histoire, c'est pas un produit. Et donc, du coup, ça ramène un peu au storytelling, mais c'est vrai que le storytelling, ça fait passer beaucoup d'émotions. Et donc là, c'est vrai, ça, c'est vraiment la première chose pour moi catégorique, c'est les émotions. Tu peux pas faire une page de vente avec un truc juste plat et dire voilà, mon produit c'est ça, achète-le, c'est ta solution, quoi. Et tu dois mettre le truc en histoire un peu en place. Le deuxième truc, je dirais, c'est on parle des bénéfices et pas des caractéristiques en copywriting. Un bénéfice, enfin plutôt une caractéristique, ça paraît, j'ai bégayé. Une caractéristique, par exemple, ça va être j'ai un crayon et tu vois, ce crayon, il est de forme hexagonale, tu vois. Genre, il y a 8 côtés.
Mhm. Mais ce crayon, c'est bien qu'il soit en forme hexagonale, mais moi, je m'en fous, tu vois. Moi, je veux que tu me dises, le crayon, dès que tu le poses sur la table, il va pas rouler, tu vois. Et ça va t'éviter de perdre ton crayon à chaque fois que tu le poses et que tu fais du dessin, par exemple. Ok, je vois ce que tu veux dire. Ça, c'est un bénéfice. Donc, à quoi ça sert pour ton client? Qu'est-ce que ça change pour ton client? Et la caractéristique, c'est juste de dire, bah voilà, il est hexagonal. Donc ça c'est pareil. On va jouer sur les caractéristiques, sur les bénéfices, pardon. On va vendre des bénéfices, on va pas vendre des caractéristiques. Et le troisième truc que je voulais dire, je viens de l'oublier. Ah oui, si, c'est bon. Ça m'est revenu. Le troisième truc, c'est parler à une personne pour vendre un seul produit. C'est-à-dire Ok, que quand tu écris une page de vente, tu t'adresses à une personne, un persona, un type de personne. Tu t'adresses pas à tout ton voisinage et puis ta mère et ta sœur et ton frère, tu vois. Tu t'adresses à une personne qui a un besoin, une douleur, et tu réponds à cette douleur dans la page de vente. Si demain ton produit, il peut répondre à plusieurs personas, plusieurs personnes, eh ben tu fais 2 pages de vente différentes, 3 pages de vente différentes. Mais chaque page de vente doit être unique pour la personne que tu cibles. Parce que moi, si tu me parles, je vais te donner un exemple rapidos. Moi, demain, si tu me dis, voilà, faut que tu achètes un PC pour mieux travailler, tu me dis, bah, ce que ça va permettre, c'est de monter des vidéos YouTube hyper rapidement parce qu'il y a des super performances et qu'il y a un super logiciel. Je vais dire, ok, cool, tu vois, genre, moi, ça m'intéresse. Par contre, tu dis ça à un étudiant qui veut juste prendre des notes pour écouter son cours, bah, il va s'en foutre, tu vois, que ton PC, il ait un super processeur, tu vois. C'est pas comme ça qu'il faudra le convaincre. Et du coup, ton PC peut répondre aux besoins de plusieurs personnes, mais ce sera pas les mêmes besoins. Dans ce cas-là, bah, ce sera 2 pages de vente différentes. Voilà. ok, ok. Et du coup, je rebondis sur ça. Comment tu définis comment toi, tu définirais ton persona en fonction de ce que tu proposes? Parce que typiquement, tu vois, si on prend l'exemple du PC, tu peux vendre à plusieurs personnes. Mmh. Mais comment tu dis, bah, j'ai envie de vendre aux étudiants ou j'ai envie de vendre aux mecs qui passent, qui font des streams Twitch, tu vois, par exemple. Le persona, ça se définit. Alors, le persona, contrairement à ce qu'on nous apprend, hein, c'est pas genre la couleur des yeux, où est-ce qu'il habite, combien il a de gosses, combien il gagne par mois, tu vois. Genre, ça, c'est pas un Sur persona. ça, on est d'accord. On est bien d'accord. Ouais. Moi, ce que j'aime bien mettre dans le persona, un truc basique, c'est si tu parles à un homme ou une femme, parce que tu vas pas parler aux deux pareils. Et j'aime bien mettre l'âge aussi, parce que selon l'âge, tu utilises un verbatim, donc une façon de parler, un langage différent. Donc ça, j'aime bien. C'est vraiment 2 infos basiques, mais pour moi, elles sont intéressantes à mettre. Ton persona, en fait, comment tu vas le définir? Bah, déjà, tu vas aller voir à quoi il s'intéresse. Si tu cibles demain les étudiants, tu vas aller sur des groupes d'étudiants sur Facebook, par exemple, et tu vas aller voir bah, quel est le problème majeur des étudiants. Genre, je te parle avec un PC, hein, parce que le Oui, bah fait oui, qu'ils n'arrivent pas forcément. à trouver des apparts parce que c'est trop cher et tout, ça te regarde pas. Mais tu regardes les posts qu'il y a et tu dis, voilà, enfin, tu regardes en fait toutes les douleurs. Ce qui est bien, c'est d'aller dans les commentaires et de voir si d'autres personnes ont cette même douleur. Et à ce moment-là, tu vas te dire, ok, lui, il a la douleur que son PC il est trop lent et du coup, il n'arrive pas à écrire ses cours. Eh ben, il y a plein de gens dans les commentaires qui sont d'accord avec ça et qui trouvent que c'est aussi chiant, tu vois. Et ben ça peut être un truc que sur ta page de vente, tu peux mettre en avant. Et du coup, ton persona, tu vas le construire par rapport à ça et tu vas regarder bah, tous les profils des personnes et tu vas dire, ok, ces gens-là, ils ont entre tel âge et tel âge, leur rêve le plus fou, c'est ça, ce qu'ils détestent par-dessus tout dans la société, c'est ça, leur douleur numéro 1, c'est ça, leur douleur numéro 2, c'est ça. Et en fait, tu vas faire ton avatar client par rapport à ça. C'est pas une question genre d'âge, de CSP ou tu vois, d'autres conneries comme ça qu'on t'apprend partout et nulle part. C'est vraiment une question de genre le profond, genre qu'est-ce que ton client il veut quoi. Qu'est-ce que toi tu résous pour lui. Et voilà, après il y a plein de façons, il y a Quora aussi, Quora, c'est genre un site où tu réponds à plein de questions et genre il y a plein de gens qui ont les réponses et ça peut être cool pour bâtir un persona. Il y a jeuxvideo.com aussi où tu peux trouver plein de réponses. Il y a les Carrément. forums sur internet. Les forums, c'est trop bien parce que les gens toujours se demandent des conseils, quoi. Ils se plaignent, tu vois, sur les forums. Donc voilà, c'est vraiment c'est un travail de recherche, c'est long, mais une fois que tu as ton persona, tu cibles le truc et c'est dans le Et mille, ça quoi. déroule. Ouais. Ouais, De donc ouf. concrètement, en fait, c'est se baser sur les points de douleur de ton persona, mais sans trop appuyer, comme on disait au début, et pas forcer non plus sur les points de douleur non plus, parce qu'après, ça devient trop bullshit, quoi. Ouais. Ok, 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 très clair. Tu Et un
Tu un template toi, enfin, tu établi un template, de persona pour savoir un peu ce que tu allais chercher comme info et ce que tu allais pas chercher? Tu veux dire, moi, quand je fais, une recherche de persona, est-ce que j'ai des questions auxquelles je réponds? Ouais, un truc comme ça, ouais. Ouais, Des ques ouais, enfin, des ouais, questions à remplir, quoi. ouais, ouais, j'en ai un où, je réponds aux questions à chaque fois. Il y a des questions, des fois, je sais pas, où je trouve pas la réponse, tu c'est pas grave, tu vois, tu zappes. Mais c'est vrai que faire un template, tu te fais un template vierge où tu as toutes tes questions pour trouver ton persona, ça va hyper vite après, tu vois? Quand tu fais tes pages de vente pour n'importe quel produit, tu as juste à faire tes recherches. Au début, c'est laborieux, tu vois? C'est chiant parce que tu sais pas faire des recherches, ouais, tu sais pas comment on fait, personne t'a jamais appris, mais ça vient avec le temps. Et vaut mieux passer, genre, franchement, hein, sur un lancement, 70% de son temps sur son persona et après 30% du temps sur écriture de la page de vente et lancement, tu vois. Parce que si tu connais pas ton persona, genre, tu vendras rien du tout. Et du coup, c'est trop bête de passer à côté de cette étape primordiale, quoi. Et ça me fait penser à une expression qu'on utilise, c'est si tu veux vendre ton truc à tout le monde, bah, en fait, tu vas le vendre à personne, tu vois. Donc en soi, c'est un peu ça ce que tu nous racontes là. Ouais, plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Ouais, c'est plus Vaut ça mieux, l'expression, je crois. je pense que c'est plus ça, ouais. Mais t'inquiète, j'ai compris. Quand tu as 60 000 personnes dans ton réseau, c'est 60 000 personnes, mais ces gens-là, ils travailleront jamais avec toi. Ils t'apporteront jamais de clients, ils t'apporteront jamais de business. Et en fait, ce sera des gens, ce sera juste des fantômes, quoi. Enfin, genre, ils sont là pour s'abonner une fois, liker une fois par-ci par-là, mais c'est pas des utilisateurs qui sont hyper actifs et c'est pas ta cible, en fait. Donc, tu vois, moi, je préfère avoir un petit réseau de gens vraiment qualifiés. Et, euh, et c'est pour ça que c'est bien d'avancer à son rythme aussi, tu vois. Genre, pas créer de complexe sur ouais, moi j'ai pris 3000 abonnés en un mois, c'est trop cool et tout. Ouais, mais sur les 3000, en fait, il y en a combien qui vont vraiment t'acheter, tu vois, quelque chose? Je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Et c'est bête, parce que c'est juste du paraître et ça fait du bien à l'ego, et voilà quoi. Ouais, c'est ça, c'est un peu une vanity métrique en soi, c'est pas les trucs qui vont faire que ton business. Enfin, si en soi, parce que si les gens voient que tu as 3000 abonnés ou qu'ils voient que tu en as 50, il y a une différence, tu vois. Mais je veux dire, c'est pas parce que tu as 3000 abonnés que tu vas faire moins d'argent qu'un mec qui en a 10 000 par exemple, tu Mmh. Ouais, vois. Ok, exactement. ok, très clair. Mais juste sur cette partie-là, ouais, on en reviendra un petit peu plus tard parce que moi, j'ai une question importante à te poser là-dessus. Et juste pour en revenir à ton business, à ton business de freelance. En soi, aujourd'hui, tu es solopreneur. Donc, en fait, entrepreneur, mais tu es toute seule dans ton business, donc tu gères tout toute seule. En tant que solopreneur, comment tu trouves tes premiers clients, solopreneur freelance? Tu nous as dit qu'en gros, tu avais essayé de créer une commu au début. Euh, mais est-ce que tu as, je sais pas, tu as touché à la prospection? Est-ce que tu as touché aux plateformes de freelance, genre Malte, Fiverr, des trucs comme ça? Ou est-ce que c'est des trucs enfin, sur lesquels tu es complètement contre et toi, tu es vraiment full communauté? Pour moi, il y a rien de mieux, que de faire de l'inbound marketing. Pourquoi? Parce que déjà, tu es dans le rapport dans le rapport de force, c'est toi qui a la force parce que c'est la personne qui vient te voir et c'est pas l'inverse. Juste déjà par rapport à ça, c'est top parce que tu pas obligé en fait de te vendre puisque la personne, si elle vient vers toi, c'est qu'elle est déjà à 50 convaincue que tu es la bonne personne. Faut juste, voilà, embellir le truc, sans mentir, hein, mais embellir le truc en mode, «Ouais, je suis probablement la personne pour toi», tu vois? Et expliquer pourquoi. Donc l'inbound marketing, très rapidement, c'est juste, en fait, créer du contenu gratuit sur les réseaux sociaux et attirer, faire de l'acquisition et avoir de la visibilité. Donc c'est pas dur, mais c'est pas simple, mais c'est pas le truc le plus dur. C'est-à-dire, moi, je trouve plus dur aujourd'hui d'aller démarcher avec les tonnes de messages de prospection, pardon, que les gens reçoivent. Je trouve que c'est plus dur d'aller démarcher aujourd'hui que de faire de l'inbound marketing et de laisser les gens venir à soi. Et donc, bah, du coup, c'est ce que j'ai fait, moi, en termes de stratégie. En voulant créer une audience, bah, du coup, j'ai attiré mes premiers clients, ce qui n'était pas le but de base, hein. Le but, c'était vraiment de faire une audience. Mais j'ai attiré mes premiers clients malgré moi. Et tant mieux, parce que ça m'a permis après d'avoir le choix, en fait. Et quand tu as le choix de tes clients parce qu'ils viennent à toi, ben, en fait, tu es le roi du pétrole parce que tu choisis avec qui tu veux travailler et c'est toi qui décides. C'est plus toi qui te dis: «OK, celui-là, je dois absolument lui baisser un peu le prix ou il doit absolument signer avec moi parce qu'il faut que je rentre des ronds», tu vois? Et du coup, tu Mhm. inverses le rapport de force et pour moi, ouais, il y a rien de mieux que ça. Et les plateformes de freelance comme Malte et cetera, bon, alors déjà, je reçois plein de messages de personnes qui me disent,
Bah, moi, je suis sur Malte et puis, il y a rien qui se passe. Donc bon, déjà rien que ça, voilà. Mais pourquoi faut pas y aller? Parce que c'est un tueur de business. C'est-à-dire que Malte, en fait, déjà, vous dépendez d'une plateforme, comme les réseaux sociaux, hein, mais c'est pour ça qu'il faut diversifier, avoir une newsletter et cetera. Mais Malte, déjà, vous dépendez d'une plateforme. Quand vous dépendez d'une plateforme, ça veut dire qu'en fait, vous avez pas d'emprise sur votre business. Et il y a rien de pire, en fait, que d'être entrepreneur et demain, la plateforme s'écroule ou elle décide de vous bannir, vous avez plus rien, en fait. Donc vous êtes entrepreneur, mais vous êtes, quand même, bloqué, Dépendant de quelqu'un, quoi. Ouais. dépendant et c'est trop bête, tu vois? Après on est toujours dépendant, hein, de on est dépendant de nos clients, hein, même quand on a tu vois? Quand on n'est pas sur Malte ou quoi. Mais là, c'est chaud de ouf. C'est chaud, en plus de ça, bah, tu pas de notoriété. Ça veut dire qu'en fait, demain la plateforme, genre, je sais pas, pendant, 1 mois, tu prends pas de notes de personnes parce qu'il y a les gens, ils te mettent des notes, tu sais, quand, enfin moi j'ai jamais essayé, mais c'est les retours que j'ai eus. Les Mhm. gens te mettent des notes une fois que tu as fait une presta. Bah, tu pas de notes pendant 1 mois, tu retournes en bas du classement et puis tu plus personne, quoi. C'est ça Mmh. qui est Ok. terrible. Ouais, donc en fait, le référencement, enfin, ton classement, quoi, il se base en fonction Ouais, des notes des gens et si t'as des missions, quoi. ouais, c'est ça, Ok. c'est Ouais, donc ça. Et se baser que sur ça, c'est pas ouf. Sur bah, Malte, non, c'est sur Malte, j'ai l'impression que c'est vachement aussi basé enfin, les gens, ils vont chercher, vachement sur le prix, genre, ils vont mmh, chercher le moins cher. ouais, Comme sur Superprof, tu vois? En vérité, tu es là, tu vas chercher le moins cher et puis, au pire, s'il a pas toutes les compétences, bah, c'est pas grave, tu vois? c'est ça. Sur Malte, en fait, ce qu'on te promet, c'est une prestation il y en a pour tous les prix, mais en général, les prix sont pas chers du tout. C'est-à-dire que, le client a l'impression qu'il a le choix, mais en vrai, il a le choix entre, la peste et le choléra, si je peux me permettre, tu vois? Quand tu as une page de vente à 300 €, pour moi, c'est inimaginable. 300 € livrés en 5 jours. Co Comment est-ce qu'en 5 jours, tu arrives à faire, ton call avec ton client, comprendre tous ses besoins, tester le produit s'il y a à tester, tu vois? Comprendre le mécanisme du produit, faire ton persona, écrire ta page de vente, repasser dessus, faire les retouches. Comment en 5 jours est-ce que tu arrives à faire ça, tu vois? Et genre, enfin, pour moi, c'est juste la course, en fait, au moins cher et au en fait, tu fais de la quantité pour gagner beaucoup, au lieu de faire de la qualité et tu vas peut-être gagner, je suis même pas sûre que tu gagnes, moins que sur les plateformes, mais enfin pour moi c'est même pas éthique quoi. Mmh. C'est la limite. Et ça me fait penser à une question, parce que moi, j'ai discuté avec pas mal de freelancers là récemment, tu vois, sur les derniers mois, qui m'ont dit un truc, et du coup, je veux ton avis là-dessus, savoir aussi si tu as le même avis ou pas. En gros, ils me disent que sur les plateformes de freelance, tu vois, quand tu es dessus, les gens qui utilisent une stratégie de se mettre à un prix moins cher que celui du marché, parce que tu vas attirer du monde et parce que tu vas pouvoir avoir des use cases, des trucs comme ça, tu vois. Sauf que tous les freelances, mais vraiment tous, hein, avec qui je discutais, m'ont dit, plus tu as un prix bas, plus le client est relou. Et en fait, plus t'es haut, moins il est chiant. Et en fait, il sait pourquoi il te paye, donc il est éduqué sur le sujet, il est moins chiant. Donc, est-ce que toi, tu penses la même chose? Est-ce que non? Est-ce que, je sais pas, juste avoir ton avis sur la question? Moi, j'ai déjà eu le cas, hein. J'ai déjà eu le cas de clients, qui payaient moins cher et du coup, c'était mes clients qui me prenaient 80 de mon temps et qui me rapportaient 20 de mon argent, tu vois? Et Ok. au contraire, ceux qui me rapportaient 80 de ma thune, bah, ils me prenaient 20 de mon temps dans ma semaine. Donc en fait, oui, c'est la vérité et on peut dire ce qu'on veut tant qu'on l'a pas, vécu, on peut pas le concevoir ce truc. Mais les clients qui payent le moins cher, en fait, dans leur tête, c'est juste que comme ils payent pas cher, ils se pensent tout permis, c'est les rois du pétrole, ils ont tout entre leurs mains et ils se disent: «Bon, bah, tu sais, une page de vente à 300-400 balles, ça va, genre nous on avait comme budget 2 000 €, on en trouve une à 300, on est les rois du pétrole, on décide comme on veut, où on veut, avec qui on veut». Et le truc avec ça, c'est que, bah, déjà ça met un rapport hyper malsain, tu vois, dans la relation et en plus de ça, bah, enfin, en fait, non, tu vois, tu personne et genre moi je suis pas une exécutante, je suis une partenaire et on travaille ensemble main dans la main et c'est vrai que ceux qui payent le moins cher en fait, bah, c'est ceux qui ils comprennent pas l'intérêt d'investir dans leur entreprise sur des trucs comme ça. Et le problème, c'est que tu pourras en fait juste leur parler pendant des heures tant que juste ça s'effondrera pas devant leurs yeux, ils comprendront pas. Et du coup, ouais, non, moi, c'est pour ça que je me base maintenant sur des prix plus chers parce que je m'entends beaucoup mieux avec les clients avec qui je suis et la relation, elle se passe mieux, quoi. Et puis moi, je suis plus sereine, j'ai plus de temps et je gagne plus d'argent. Donc, enfin, je veux dire, le calcul, c'est vite fait, hein. Ouais, c'est tout bénef en soi. Ouais.
Ok, 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 super clair. En vrai, intéressant, tu vois. Genre, vraiment, t'es la freelance de plus qui me dit la même chose que tout le monde. C'est assez ouf, mais du coup, je me dis qu'au final, bah, c'est juste vrai, tu vois. Euh, ok. Pour en revenir à ton parcours de ghostwriter, aujourd'hui, t'en es où? Tu nous parlais d'inbound. Donc aujourd'hui, tu es ghostwriter et tu fais des posts pour les CEO. Mm. Mais d'un point de vue inbound, je sais que t'es pas que sur LinkedIn. Donc dis-nous un petit peu, enfin, t'as quoi comme canal? De quoi tu parles sur ces différents canaux? Raconte-nous un petit peu. Alors, bah, déjà en termes de ghostwriting, justement, ce qui est intéressant, c'est que là, cet été, je fais une pause pour me concentrer sur ma stratégie inbound. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que faut pas se reposer sur ses lauriers en mode: «Ah bah, j'ai fait de l'inbound au début de mon entreprise», tu vois? Genre maintenant, j'ai plus besoin d'en faire. Je pense que le mieux, c'est de se renouveler tout le temps parce que les réseaux évoluent et bah, c'est comme ça que ça fonctionne, tu vois? Et la concu Et du aussi. La concu évolue, les demandes du marché évoluent, tout évolue et si tu restes dans ta zone de confort, c'est mort, quoi. Et du coup, donc en termes de ghostwriting, là, je fais une pause et je me consacre à l'inbound pendant 2 mois pleins, tu vois? Donc je suis un peu sur tous les fronts. Je suis déjà, à la base, j'ai une newsletter, on est presque 1000 dessus, donc c'est trop cool. Stylé. Ouais, ça fait plaisir. En 4 mois, je Ouais. crois, donc c'est trop génial. C'est-à-dire que c'est vraiment des personnes qui sont qualifiées et j'ai jamais fait aucun lead magnet pour cette, newsletter, donc c'est vraiment purement, LinkedIn, en fait. Donc j'ai la newsletter qui me permet, bah, d'avoir, voilà, de faire mes promos, par exemple, quand j'ai une offre qui sort ou alors, en général, c'est du contenu gratuit sur, du copywriting ou sur LinkedIn. Voilà, donc si tu sais pas maîtriser le copywriting ou LinkedIn, tu viens sur mes newsletters et tu reçois un mail par semaine, en full gratuit. Ensuite, j'ai TikTok et Instagram. Donc Instagram, j'ai fait il y a pas longtemps. TikTok, ça fait déjà un moment que j'y suis. J'avais déjà mon compte où j'étais montée à 70 000 abonnés bien avant d'avoir mon entreprise. Et là, ça fait 4 jours que j'ai repris et j'ai déjà pris 14 ou 15 000 abonnés, je crois, en 4 jours. Donc C'est c'est ouf. ouais, ouais, c'est ouf, mais c'est juste, en fait, c'est pour ça que je te dis, quand t'es copywriter et que tu sais ce que les gens veulent, t'as juste à leur servir sur un plateau d'argent. Dès que t'as fait ta recherche avatar client, bah genre c'est fait, c'est bon, quoi. Et c'est pour ça que c'est ultra puissant. Et donc ce que je fais en fait, c'est que les vidéos que je fais sur TikTok, je les mets sur Insta. Comme ça me fait une vidéo pour 2 canaux. Je suis encore en test, tu vois, donc je regarde ce qui fonctionne moins bien. Et pareil, bah, ça va être de l'introspection, beaucoup de changements de stratégie, etc. Mais bon, après, on est tous obligés de passer par là. Et bah, c'est pas parce que mon entreprise, elle fonctionne bien que je dois me reposer sur mes lauriers et continuer voilà, de rien faire, quoi. Enfin, de rien faire, non, je fais pas rien, mais vous avez compris l'idée, quoi. Ouais. Mais il y a une chaîne YouTube aussi, non? Et il y a une chaîne YouTube, putain, je l'avais oublié. Ouais. Non, bah, la chaîne YouTube, après, vraiment, c'est le truc qui me le prend le plus de temps. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose que. Voilà, il va falloir que je vois. Qu'est-ce qui me rapporte le plus, pas forcément en termes d'argent, hein, je parle, hein, mais juste en termes de notoriété, par exemple, ou De crédibilité aussi. de crédibilité, voilà ce que j'allais dire, légitimité. Qu'est-ce qui me rapporte le plus dans tout ça? Est-ce que c'est YouTube à l'heure d'aujourd'hui? Je sais pas. Donc je suis encore en train de tester, faut que je regarde. Mais effectivement, il y a un réseau qui va prendre plus de place que les autres. Et puis il va être voilà, maintenu. Et puis après, ce sera au tour des autres, jusqu'à avoir, par exemple, euh, on va dire 4 ou 5 canaux d'acquisition qui sont florissants et dans lesquels je peux cibler, par exemple, plusieurs personas. Parce que mon persona de LinkedIn n'est pas du tout le même que celui de TikTok. Bah, c'est ça. C'est ça, et il faut savoir faire la part des choses. Après, le truc, c'est vrai que YouTube, c'est long, enfin, c'est ouais, c'est une strate long terme en fait. Au début, tu arrives Ouais. sur YouTube, t'es personne. Après, toi, c'est vrai que tu as quand même une communauté, tu vois. Donc, je pense qu'il y a moyen que tu fasses un peu de redirection, que tu ramènes les gens sur YouTube. Mais je pense que quand tu commences YouTube, au début, t'es personne. Donc, en fait, avoir pas mal de vues, avoir de l'interaction, c'est un peu complexe. Mais une fois que c'est là, en fait, c'est installé et c'est installé pour longtemps, tu vois. Ouais. Donc, c'est un vrai travail long termiste, mais je pense que ça vaut le coup. Après, ça dépend de là où tu en es dans ta vie, dans tes activités, etc. Tu vois. Mm. Bah, je pense que YouTube, ça vaut le coup, mais effectivement, c'est pas aussi facile que TikTok ou LinkedIn, par exemple. C'est Même sûr. Instagram, en vrai. Parce que YouTube, c'est, c'est beaucoup basé. Il y a beaucoup de gens qui le savent pas, mais il y a du SEO un peu sur YouTube aussi, tu vois. Ouais, Et, c'est ce que euh, j'allais et dire. c- ouais, voilà, tu vois, et les gens le savent pas. Bah, peut-être que tu connais mieux et que tu peux en parler mieux que moi, hein, parce que moi, SEO, je suis pas. Ouais, en gros, bah, quand tu vas faire ta recherche Google, on va parler du moteur de recherche Google parce que c'est celui qui est utilisé, je crois, à 90%. Google, il te propose bah, des sites.
il te propose des images et il te propose des vidéos aussi. Donc si toi, dans ton titre de ta vidéo ou dans la description à la limite, tu proposes, enfin tu dis en gros, enfin quand ton titre match avec la requête, du prospect, et ben, en fait, c'est bénef parce que quand tu arrives sur ta page Google et ben, tu vois, un site, une image et là tu as une vidéo d'une meuf qui va tu sais qu'en 10 minutes, elle va répondre à ta question et on sait aujourd'hui qu'on a plus tendance à consommer de la vidéo que d'aller lire des articles. Donc si tu te positionnes bien sur un mot-clé, où il y a pas de vidéo dessus, par exemple, et bah, tu tout bénef parce que tu vas générer énormément de vues comme ça. Surtout Ouais, si tu as un volume de recherche qui est énorme, sur le mot-clé, je vais dire n'importe quoi, personal branding étudiant. Je pense pas que ça existe, beaucoup encore aujourd'hui ouais. et bah, si tu fais une vidéo sur ça et bah, peut-être que tu auras beaucoup plus de vues qu'un article qui est là depuis un moment, qui est bien ranké, donc qui s'affiche Mmh. dans les premiers résultats Google mais qui est là, c'est un article et donc beaucoup moins, qui est un contenu beaucoup moins, apprécié par les étudiants, par exemple. Ouais, 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 c'est hyper puissant, mais tu vois, enfin, c'est pas aussi facile que Mmh. sur LinkedIn, par exemple. LinkedIn, il y Non. a quelqu'un qui a un réseau, je sais pas, de 54 000 abonnés, il like Mmh et il mh. commente ton post, tu vois, c'est fusé, quoi. En fait Alors ouais. que sur YouTube, c'est pas ça, En pas fait, du le tout. parcours, il est complètement différent. Ouais, C'est-à-dire que justement, ce qu'on reproche parfois à LinkedIn, c'est qu'il y a pas de SEO ou très ouais. difficilement le SEO, il est présent que sur la plateforme et encore. Là, enfin, c'est une stratégie totalement différente, en fait et en vrai, pour toi, ça te permet de te diversifier. Dans tes Mmh. strates, tu disais que tu te reposes pas sur tes lauriers, bah, pour le coup, là, c'est l'exemple parfait. Clairement. C'est peut-être le seul que j'ai un peu du mal à tenir, mais ça va le faire, ça va le faire. Là, j'ai un peu plus de temps, donc ça va le faire. En vrai, en plus, si t'es focus sur ta strat inbound, tu vois, je pense que peut-être ça va être un moment décisif, tu vois, ces 2 Mmh. prochains mois là, où tu vas Ouais. décider. Ok, et du coup, bah là, on reparlait rapidement de personal branding. Tout à l'heure, on en parlait aussi, et tu sais, tu disais, ouais, je préfère avoir 6 000 abonnés avec une audience plus quali que 60 000 où il y a pas tout le monde où c'est pas très très quali, tu vois. Euh, je pense que le personal branding, tu vois, c'est quelque chose qui joue beaucoup dans dans la qualité de ta communauté. En fait, les gens, ils te suivent, je pense, pour ce que t'es, avant même pour ce que tu proposes en termes de contenu. Enfin, moi, c'est ma vision des choses. Peut-être qu'elle est fausse. Et d'ailleurs, tu sais quoi, tu me diras ton avis. Mais du coup, ma question, c'était, est-ce que tu as des conseils peut-être à donner en personal branding euh, pour améliorer ça? Parce que souvent, quand on est étudiant en plus, excuse-moi, attends, je finis juste ma question rapidement. Vas-y, vas-y, vas-y. Quand on est étudiant en plus, tu sais, t'arrives et tu dis, ouais, LinkedIn, ça va me servir à rien. Genre, qu'est-ce que je vais dire sur LinkedIn, des trucs comme ça, tu vois. Alors que LinkedIn, pff, toi, tu nous le dis, Léo, il nous l'a dit, Vincent, il nous l'a dit, ça a été game changer pour vos business, c'est un truc de fou. Et les gens, ils le comprennent pas encore, tu vois. Alors attends, il y a eu plein de trucs. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que ce que je disais tout à l'heure, tu achètes une histoire, tu achètes pas un produit. Et voilà, c'est exactement la même chose. Tu t'abonnes à quelqu'un pour la personnalité et l'histoire. Tu t'abonnes pas à quelqu'un pour... En soi, moi, les conseils que je donne, ils ont déjà été dits sur Internet 1 million de fois. D'une façon différente, pas comme Laurine, elle le dit, mais d'une façon différente, peut-être bien, bien mieux même, j'en doute pas du tout. Mais ils ont déjà été dit, tous ces conseils. Donc, pourquoi les gens me suivent? Parce que j'ai quelque chose en plus. J'ai un personal branding que eux ils aiment et avec qui ils accrochent. Et il y a beaucoup de gens qui accrochent pas du tout et c'est ok, tu vois. Ces gens-là ne seront pas mes collaborateurs, ils seront pas mes clients et c'est ok. Genre plaire à tout le monde, c'est plaire à personne, comme on disait encore Mmh. tout à l'heure. Ouais, Ça me fait clairement. Donc, rappeler ça me fait trop rappeler un truc, pardon. vas-y, ça te Oui, fait rappeler quoi? en gros, une fois, j'ai fait un j'ai fait un post, sur les offres d'emploi à fuir quand tu es alternant. Ouais. Et j'avais fait une série de 3 trucs vraiment checklist en mode, si tu vois ça, fuis, tu vois? Et à la fin, j'ai mis une petite blague genre en mode, sur les processus de recrutement qui sont beaucoup trop longs, en fait. Mm. Et quand tu es alternant, enfin, ça a pas Ouais. forcément de sens pour moi, tu vois? Et surtout, tu as pas le temps parce que souvent, soit tu es en stage encore, soit tu es en études, enfin, c'est un peu n'importe quoi. Et j'ai dit qu'il y avait certains processus de recrutement qui étaient plus longs qu'une demande de passeport algérien. Et donc Pardon. c'était une blague très nichée, mais C'est très drôle. C'est Mais très en fait, drôle. ça avait fait rire tout le monde, tu vois? Et les gens il y a eu énormément de commentaires. Je crois que j'ai eu des DM derrière que les gens ils m'ont dit: «Mais je suis terminée» et cetera et en fait, finalement, tout le monde a déjà taillé les offres d'emploi, tout le monde a déjà Mm. taillé les processus de recrutement Ouais. sur LinkedIn. C'est même un des sujets, un des premiers sujets sur LinkedIn, tu vois? Mais juste le fait d'avoir ajouté cette pointe d'humour sur un sujet qui est parfois qui génère beaucoup de friction, beaucoup de tension, Mm. tu vois?
les gens ils étaient là en mode: «Ah ouais, trop cool», tu vois? Et j'ai eu plein de demandes d'abonnement derrière et les gens ils étaient KO parce qu'ils ont ri en fait d'un truc qui était pas de Ouais. base très rigolo, tu vois? Et en fait, c'est ça, c'est qu'on s'en fiche, tu vois? Qu'on galère à trouver du on s'en fiche pas, mais c'était pas pour certains, c'était ils s'en fichaient un peu, tu vois? Mais juste pour la blague et juste parce qu'ils se disent: «Ah mais vas-y, elle connaît les galères» et ben ils se sont Mmh. abonnés, tu vois? C'est ça en fait. C'est ouf comme, une histoire ou un truc même si tu vois, moi je le vis pas, j'aurais grave rigolé à cette blague-là, tu vois? Et c'est juste le truc qui aurait pu nous lier, tu vois? De Mmh mh, ouf. mmh. Et en fait, c'est ça que les gens ils attendent. C'est pas genre de recevoir des conseils, oui, OK, de lire des trucs intéressants, OK, mais les gens à qui ils s'attachent? Aujourd'hui, les gens qui par exemple, qui achètent du Nina Ramen en formation, ils achètent Mmh mh. parce que c'est Nina, tu vois? Ouais, Parce que clairement. Nina, elle a fait ses preuves, que c'est la boss du game et qu'elle s'appelle Nina Ramen. Demain, tu fais faire une formation à Nina, tu la vends sous un autre nom, bah, c'est sûr qu'il y a moins de ventes parce Mmh. que C'est c'est pas pas pareil, ouais. Nina Ramen, tu Mmh vois? mh, mmh. Et c'est ça le personal branding, c'est ça qui est important, c'est qu'en fait, tu mets, de la crédibilité sur une histoire et une personne. Moi, mon personal branding, il est claqué au sol, je me suis attribué une couleur. Je m'appelle la meuf en rouge, C'est vrai. il y a rien de spécial. Mais personne, parmi toutes les couleurs qu'il y a, personne sur LinkedIn ne s'est attribué une couleur, bah, comme ça en fait, de cette manière. Mmh. Et c'est juste pour ça que et la meuf en rouge aussi parce que je suis très cash dans mes posts, Mmh voilà, je mh, suis mmh. authentique, je dis vachement ce que je pense, je parle à cœur ouvert de ce que je gagne aussi, je m'en fous un peu, quoi. Et en fait, le rouge, c'est vraiment, voilà, toute cette c'est le sang, c'est enfin, je veux pas que ce soit glauque, hein. C'est la passion, c'est la détermination et en Mmh mh. fait, c'est juste que ça va bien avec le personnage, le truc, tu vois? Mmh mh. Et on va prendre l'exemple de Valentine Soda, ma collaboratrice, ma Mmh mh. très chère amie que j'adore. Valentine aujourd'hui, c'est la meuf partout, mais genre, c'est surtout, bah, un gant rose, tu vois? Un Un gars gant qui de bosse, boxe rose, quoi. ouais. C'est bête! Elle a pris un objet du quotidien juste dans une couleur un peu, bah, girly ou un peu différente, tu vois? Et elle en a fait son truc. Elle l'a foutu partout sur ses carrousels pendant des mois. Elle l'a foutu partout, dans ses posts LinkedIn pendant des mois et aujourd'hui, moi, je suis matrixée. Dès que je vois du rose et du vert, je ne pense qu'à elle. C'est terrible et c'est ça la force du personal branding et en plus elle est hyper drôle. C'est une meuf, voilà, elle est chaleureuse, en mode: «On va te mettre des uppercuts», mais elle est super gentille Mmh mh, mmh. et c'est ça en fait que les gens ils aiment aussi. Au-delà de son expertise, c'est la première chose que les gens voient en fait chez elle. Mmh. Ouais, ça me fait rappeler une story qu'elle avait mis sur Insta, elle avait marqué genre, Petit call, mais genre elle avait marqué petit avec le CH et j'étais mort de rire Petit, ouais. et genre je lui ai envoyé un message, je lui ai dit: «Mais excellent le petit». Elle m'a dit: «En fait, bah, tout ça c'est du copywriting», tu vois? Elle m'a Mais dit: oui. Tu fais passer des émotions», mais parce que enfin, en plus, moi, c'était un truc avec, une pote, on en rigolait de Mmh. fou de ce truc qu'on a tendance à mettre des J et des CH partout, tu OK. vois? Surtout enfin, en banlieue, le petit, tu vas désarticuler les mots n'importe comment, ça nous faisait tellement rire avec ma copine et genre je vois ça, je dis: «Mais elle est trop forte en fait». Genre l'histoire qu'elle a réussi à faire passer juste avec ce petit, bah, je dis: «Non, c'est bon, Ouais. elle a boxé le game, elle, c'est bon». Et d'un autre côté, elle cible aussi parce que c'est ce mot-là, Mmh. il y a pas tout le monde qui peut le comprendre. Ah, Ouais, clairement, hein. Tu clairement. vois? Clairement. Chez nous, c'est instinctif, on est jeunes, on connaît, on Mmh sait, mh, tu mmh. vois? Mais, un mec de plus de 50 ans ou une meuf, hein, même, hein, Mmh il mh, va te mmh. dire: «Beh, elle a fait une faute de frappe, elle est bête ou quoi?» Tu vois? C'est donc, elle cible aussi, c'est hyper malin de sa part et franchement, c'est le personal branding, c'est la boss du game pour ça. Clairement. Donc en fait, ça joue beaucoup sur l'authenticité. Ouais. Et en fait, il faut juste être soi-même et pas avoir peur de dire ouais, qu'est-ce que les gens vont penser de moi. Il y aura toujours des gens qui vont se retrouver en fait dans ton histoire et dans ce que tu es. Et ce qui fait qu'ils vont te suivre en fait, tout simplement. Mmh. C'est juste ça. Ouais. Genre Ok. toi avec un peu plus tu sais, tu t'en fais un peu plus. Ouais. Genre, pas tu pas au cirque, tu vois? Tu pas un clown, Oui, quoi. oui. Mmh mh. Mais tu fais un peu plus en mode les gens aujourd'hui, quand tu regardes toutes les vidéos TikTok qui sont en tendance, ils aiment le show, ils aiment le trop plein. Des fois, il y a des vidéos qui buzzent, c'est complètement, mis en scène et il y a des gens qui y croient. Plus c'est gros, plus ça passe. Donc je te dis pas fais en sorte que ce soit hyper gros, mais juste, hem tu prends toi, qui tu es, et t'en fais juste un peu plus, tu vois? Pour sortir, parce qu'il y en a il y a plein de gens qui sont comme toi en vrai. Tu vois, là, derrière moi, par exemple, j'ai mon petit ballon. Mon Mm. petit ballon, Mhm. c'est mon emoji. Bah, les gens, quand ils m'ont en call ou qu'ils m'ont en live, ils ont mon petit ballon.
En vrai, la vraie vérité, c'est que j'ai juste oublié de l'enlever après un live. Mais mais bref, je sais plus où j'en étais, j'arrête pas de dire des conneries, mais voilà. On parlait de personal branding, je t'avoue que moi ça m'a perdu cette histoire de ballon. Mais on parlait de personal branding. Mais en vrai, oui, même ton ballon, tu vois, même si t'as oublié de l'enlever, en soi, il fait la différence. Et il fait que, tu vois, même là, derrière toi, il y a des LED rouges, tu vois. Donc en Mais oui! soi, on, on revient sur ton personal branding, on revient sur la meuf en rouge, tu vois. Oui. Donc ouais, quand il y a des clients en call, c'est sûr que ça passe. Euh, ok pour le business. On voit à peu près comment ça se passe. Et autre question super importante et je pense qui intéresse beaucoup notre audience, Ouais. c'est tes études. Comment tu as géré en gros ton business? Je vois sa tête se Comment décomposer. Ouais, je vois ça aussi. Et la question c'est comment tu as géré ton business en parallèle de tes études? Hem, en fait, juste comment tu as fait? Est-ce que tu avais une orga de fou? Est-ce que tu y allais un peu, au feeling? Est-ce que tu as eu des galères? Je suppose que oui, on en a tous et je sais pas si tu peux nous raconter un petit peu tout ça? J'ai fait comme j'ai pu, j'ai fait comme j'ai pu. Franchement, je te mens pas, j'avais de la chance parce que à la base, j'étais en alternance et du coup, j'ai quitté mon alternance pour monter mon entreprise et donc forcément, quand tu es en alternance, tu as, plusieurs jours d'affilée en alternance et ensuite tu retournes à l'école. Moi, j'ai eu la chance d'avoir 3 semaines en alternance, 1 semaine à l'école et donc du coup, quand, j'étais sur mon entreprise, j'y étais pendant 3 semaines d'affilée et ensuite 1 semaine, je savais que là, ça allait carburer de ouf parce que, bah, en fait, je peux pas genre quand j'ai, un client en ghostwriting sur 1 mois, je peux pas lui dire: «Ah bah, il y a 1 semaine où je serai pas là» et du coup, tu vois, tu te débrouilles et en fait, j'étais obligée de prendre de l'avance sur la semaine d'avant et prendre de l'avance sur la semaine d'après. Parce que quand je suis en cours et qu'il faut les posts à la fin de la semaine de cours pour la semaine d'après. Comment on fait? Tu vois? Mmh, Et mmh. du C'est coup, ça. en fait, les semaines avant les cours, j'enchaînais de ouf sur mon entreprise et c'était vraiment hyper, c'était un sprint, en fait. C'était un sprint, je courais à droite, à gauche, j'avais pas le temps de rien faire et c'était l'angoisse, tu vois? Et du coup, bon, c'était un peu compliqué. Après, ça le faisait puisque j'ai une organisation en béton et je sais que dès que je commence un truc, c'est si je le finis pas, c'est pas possible. Genre, je suis capable de pas aller dormir juste pour finir le truc et pour, tu vois? Et donc ça allait parce que j'avais une bonne orga et après pour, réviser les cours quand il y a eu les examens, heu, tu obligé de faire un tri. Tu obligé de Mmh. faire un tri. Moi, j'ai eu de la chance d'être en commerce international et donc j'avais des matières genre stratégie digitale. Bon, on va pas se mentir, c'est mon métier, c'est ce que je fais, H24. J'allais pas, manger des cours de stratégie digitale, tu vois? Mais par contre, il y avait des cours genre, gestion compta, je suis, très, très nulle quoi et c'est pas du tout mon truc et je déteste ça. Bah, tu es obligé en fait de considérer ça dans ton planning et de réviser un peu et je sais à quel point c'est dur de réviser quand, en fait, tu as une entreprise qui tourne à côté ou tu as un business et tu as autre chose à faire que de réviser, quoi. Juste, tu as envie de dire: «Mais en fait, j'ai déjà pas forcément du retard, mais j'ai déjà plein de trucs à faire et je suis en train de prendre un bloc de 3 heures pour réviser, quoi». Et je sais à quel point c'est dur, mais malheureusement, bah, tu es obligé de passer par là quand tu as tes examens et que tu dois les passer. Après, ça se fait. Franchement, moi, je l'ai fait, ça se fait et bon, j'ai encore une fois, j'ai eu de la chance d'avoir une entreprise qui est dans le même domaine, on va dire, que mes études. Donc il y avait des choses, que j'ai pas eu besoin de réviser, mais organisation de malade, tu pas le choix, tu pas le Ok, choix. donc toi, t'es passé par là. Et est-ce que tu as eu de l'aide un petit peu dans tout ça? Est-ce qu'il y a des gens, je sais pas, de ton école, t'as contacté des gens, des mentors qui t'ont aidé, qui t'ont donné des conseils? Si oui, qui? Ou alors non, t'as fait tout en solo et tu t'es débrouillé comme t'as pu et au final, t'as géré parce que t'as réussi à aller jusqu'au bout de ton année, quoi. Non, en fait, c'est pas mon genre vraiment d'aller voir les gens et de demander de l'aide, parce que j'ai l'impression de déranger les gens. Alors je préfère qu'eux viennent me proposer leur aide plutôt que moi je vienne les déranger et j'en ai pas ressenti vraiment le besoin. En fait, je savais pas non plus comment les gens pourraient vraiment m'aider. Donc la seule aide que j'ai vraiment appréciée, c'est juste le soutien moral de mes parents et de mes amis et de ma famille, tu vois? En général. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment permis de m'accrocher de ouf parce que c'était pas évident. C'est là, ce dernier mois de juin, avec le mémoire à rendre, et cetera, j'ai passé des heures à rédiger, 50 pages, c'est très long, surtout quand on n'est plus dans l'entreprise et qu'en plus on n'était pas épanoui dedans. Donc tu sais de quoi je parle. Clairement, ouais.
Non, personne m'a aidée. À partir du moment où je me suis lancée, c'était vraiment plus du soutien moral. Enfin, du coup, si, les gens m'ont aidée, tu vois, ça a été vraiment une aide très précieuse. Mais en termes d'action et de trucs actionnables, genre, vraiment, je me suis débrouillée. Et je suis pas peu fière. Franchement, c'est cool. C'est hyper cool. Non, en vrai, bien joué, parce que ouais, moi aussi j'entreprends, tu vois, et je sais qu'il faut faire plein de trucs à côté, c'est compliqué. Mais en vrai, si tu l'as fait toute seule, franchement, chapeau à toi. Du coup, on arrive bientôt sur la fin du podcast, mais il nous reste quelques questions à te poser, Laurie. Ouais, carrément. C'est plus par rapport justement au statut, bah, d'étudiant entrepreneur et pour toi, si tu devais donner genre, un avantage et un inconvénient à, être étudiant entrepreneur, ce serait quoi? Un inconvénient, c'est qu'en fait, quand t'es, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais quand t'es étudiant et que t'es entrepreneur, bah, t'as envie d'être dédié à ton business à 100 parce que c'est ça qui te déjà qui t'épanouit et c'est ça qui te rapporte de l'argent aussi donc bah, du coup, t'as envie forcément d'y aller à 100 dedans et t'es un peu freiné par l'école. Je diabolise pas l'école et tout, enfin, je dis pas que c'est un frein du tout, mais ça dépend du projet que tu en fait. Moi, dans mon cas, c'était un peu un frein, faut que je l'avoue. Mais après, surtout pas diaboliser l'école, c'est important et je pense que sans ça, tu vois, j'aurais pas été capable de faire ce que j'ai fait là. Donc je suis bien contente de m'être lancée, maintenant, tu vois, mon bac plus 4. Je pense que j'avais les compétences, nécessaires et que, je les avais acquises, mais c'était aussi grâce à l'école, tu vois? Donc ouais, je pense que ça, c'est un inconvénient. Et après, bah, l'avantage, c'est que tu te coupes pas de la vie sociale. Et ça, c'est hyper important parce que quand tu es entrepreneur, bah, tu es tout seul. Enfin, en général, tu commences tout seul ou alors à deux. Mais bah, du coup, tu vois toujours les mêmes personnes ou alors tu vois toujours ton reflet dans l'ordi. Et c'est un peu compliqué parce que quand tu es coupé du monde et que tu es seul, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas la chance d'avoir leurs parents derrière ou leurs amis qui les boostent. Mmh. Ça peut être un peu difficile. Et du coup, quand tu es étudiant, tu as un peu de répit et tu vois du monde, tu sors, tu vois des gens et ça, c'est bien. OK et justement, toi, tu disais que tu sentais que tu avais les compétences, bah, pour te lancer. Qu'est-ce qui t'a vraiment motivé à te lancer à ce moment-là? Est-ce que tu avais genre, un why qui t'a vraiment boosté à ce moment-là? Mon why, c'était, je ne suis plus du tout à l'aise dans mon entreprise, tu vois? Et j'ai pas envie de continuer à faire un métier qui me plaît pas et en plus derrière, j'ai des choses à accomplir et genre, bah, juste en fait, j'aimerais que tu vois? Mes parents n'ont jamais roulé sur l'or, c'est bête, enfin, je pense que c'est le why qu'à peu près 90 des gens ont. Mais genre mon why, c'est vraiment, je pense, mettre la daronne à l'abri, tu vois? La daronne et le daron, du coup. Mais je pense que mon plus gros why, c'est juste mes parents, en fait. Genre, plus les voir galérer, leur offrir ce qu'ils veulent, être hyper détendu sur tous les points. Et forcément, on dit que l'argent fait pas le bonheur, mais bah, malheureusement, ça contribue à beaucoup de choses. Quand t'as de l'argent, t'as pas de problème de thunes, t'as pas de problème de logement, t'as pas de problème de bien te nourrir, si tu dois payer un traitement ou quoi que ce soit. Donc en fait, bah, l'argent, ça fait beaucoup de choses et je pense que mon plus gros vecteur, aujourd'hui, c'est vraiment mes parents et ouais, le fait de plus me sentir à l'aise là où j'étais, plus, cette envie toujours de donner à mes parents, de partager avec eux, je pense que ça a été, l'explosion un peu finale du truc. Je regrette pas. OK, super, merci. Bah, merci pour ton retour et puis, dédicace à tes parents qui te motivent alors. Dédicace à eux. Et finalement, pour toi, c'est quoi un étudiant entrepreneur? Oh, un étudiant entrepreneur, c'est plein de choses. Un étudiant entrepreneur, c'est juste, pour moi, c'est quelqu'un qui se cherche. Quand tu entreprends, que tu arrives dans l'entrepreneuriat, que tu es encore étudiant, tu sais pas forcément ce que tu veux et j'en suis aussi la preuve vivante, tu vois? Tu sais pas forcément ce que tu veux et au final, tu testes plein de choses, tu essaies et tu vas trouver quelque chose qui te motive vraiment et sur lequel tu as envie de rester, peut-être pas toute ta vie, mais genre pendant les 10 ans à venir, tu vois? Et et c'est pas mal, tu vois, de dire que quelqu'un se cherche. Pour moi, c'est bien parce que ça veut dire qu'en fait, tu pas juste, ce qu'on te donne de la vie, ce que la société te donne en mode: «Bon, bah, tu rentres dans une case et on te donne ça et c'est tout». Ouais, tu vas chercher autre chose et tu vas bien au-dessus de ce qu'on avait prévu pour toi, en fait Mmh. et pour moi, c'est ça le plus important. C'est, de toucher à tout, d'essayer plein de choses et au final, tu as un truc qui ressort et puis boum, c'est le feu, quoi. Mais être étudiant entrepreneur, c'est trop magique.
C'est magique, c'est dur des fois, mais en vrai, c'est magique. C'est plus magique Ouais, que dur, je pense. ouais, ouais, ouais. Ouais et bah, ton discours, en tout cas, il est super rassurant, en plus d'être motivant et justement, si tu devais avoir un conseil à donner à un étudiant qui nous écoute là, jeune étudiant, toi et qui hésite à se lancer dans son aventure entrepreneuriale, qu'est-ce que tu lui dirais? La première chose, déjà, c'est vraiment forme-toi et genre, arrête de te mettre des barrières limitantes, c'est-à-dire: «Oui, mais j'ai pas l'âge, je suis trop jeune encore, les gens vont pas me prendre au sérieux». Moi, j'ai monté mon entreprise à 22 ans et j'ai des gens de 50 ans qui m'ont fait confiance et j'ai boosté leur business, comme ils auraient jamais pu faire, tout seuls, tu vois? Parce que tu as des compétences que les gens n'ont pas et c'est juste simplement, bah, l'offre et la demande, en fait. Et donc du coup, bah, se former dans des choses qui sont aujourd'hui, hyper en vogue et qui t'intéressent. Genre ça, c'est vraiment pour moi la première chose et deuxième chose, je vais pas dire le conseil banal, genre: «Fonce, vas-y». C'est vraiment avoir le filet de sécurité. Si tu sais que demain, tu as un peu d'argent pour, subvenir à tes besoins pendant, 3, 4, 5, 6 mois, que tu sais peut-être que tu as tes parents derrière qui peuvent t'aider si jamais, que tu as droit en France à l'allocation chômage, par exemple. Tout ça, si tu sais que tu y as droit et tu sais que tu peux en bénéficier, bah, déjà ça te fait un filet de sécurité et essaie bah, de déterminer ça pour voir si tu peux lancer ton business. Te lance pas à l'aveugle et juste, bah, fais-toi kiffer, quoi. Forme-toi sur ce que tu veux, regarde si tu as la sécurité, puis let's go. Eh bah, super intéressant, merci et puis, c'est sur ces mots-là qu'on arrive vers la fin de notre petit chit-chat, petite interview. Et si nos auditeurs veulent te retrouver quelque part, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver finalement? Eh ben, écoute, ils peuvent me retrouver sur LinkedIn. Je pense que c'est là où je suis la plus active Mmh. et c'est là où mes conseils seront, les meilleurs en tout cas, à mettre en place et très actionnables rapidement. Mais voilà, Laurine Bemer sur LinkedIn, Bemer et puis si jamais il y a des questions, mes DM sont ouverts, il y a pas de souci, je réponds à tout le monde. Donc voilà. Et bah, Parfait. De toute top, façon, il y aura tout en barre d'infos, je pense. ouais, Enfin, je pense, c'est sûr, en fait. comme d'hab. C'est OK, sûr. Ouais. Toutes trop les bien, infos. nickel. Merci Laurine. Merci beaucoup. Ben, merci à vous, c'était trop, 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 trop bien et puis, je vous dis, bonne soirée, bonne journée et à très vite. Yes, Ciao. ciao, ciao. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que l'épisode t'a sûrement plu. On est des fans de feedback, alors mets-nous un message en commentaire ou sur nos réseaux sociaux pour nous dire ce que tu en as pensé. Et si l'épisode t'a vraiment plu, n'oublie pas de nous mettre les 5 étoiles ou liker sur ta plateforme d'écoute. Ça nous aidera à avoir plus de visibilité. À bientôt pour un prochain épisode.